Internet est un espace public où chacun a la liberté de partager ce qui l'enchante, mais il arrive très souvent que les contenus que nous publions sur les réseaux sociaux ou les données que nous conservons soient volés et utilisés par des personnes animées de mauvaise foi sans notre consentement. Par ailleurs, de nombreuses autres infractions sont commises en ligne telles que l'escroquerie, l'usurpation d'identité, la diffamation, entre autres. Cependant, toutes ces infractions commises sur Internet devraient être en principe punies par la loi. Que prévoit la législation congolaise à ce sujet? Quels défis la RDC doit-elle surmonter pour améliorer l'application des sanctions? On en parle aujourd'hui avec Joël Nabanza. Il est conseiller juridique dans une société de la place, expert en droit des affaires et en droit du numérique. Il est aussi membre et conseiller en charge des questions scientifiques du cabinet Law and Technologies. Bonjour chez vous et bienvenue à Numérique. Il est avec nous sur ce plateau, Joël Nabanza. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, nous parlons aujourd'hui des données personnelles et la cybercriminalité. Quel défi pour la RDC. Mais d'entrée des jeux, pouvez-vous nous expliquer qu'entendons-nous par données personnelles? Eh bien, merci beaucoup. Déjà, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, la donnée joue un rôle assez important. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous parlons de l'économie numérique et l'économie numérique est essentiellement liée à la question des données. Vous constaterez que certaines plateformes numériques consacrent ce qu'on appelle la rémunération non pécuniaire. Alors, par rémunération non pécuniaire, il faudrait entendre ces mécanismes qui permettent à une plateforme qui vend ou encore met à la disposition du public un service gratuit de pouvoir collecter ces données en échange d'une prestation pécuniaire. Alors, le code du numérique, c'est-à-dire le décret, l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant code du numérique, définit les données personnelles comme étant toute information se rapportant à une personne physique, identifiable ou identifiée, soit directement ou indirectement. Alors, déjà, de par cette définition, nous comprenons que la question des données personnelles exclut les personnes morales de son champ, et plus loin, la même disposition précise en disant que cette personne qui est identifiable, vous comprendrez donc que cette disposition met l'accent sur le fait qu'une donnée permet d'identifier une personne, soit directement, soit indirectement. Alors, par directement, il faut entendre toute donnée qui, une fois qu'elle est mentionnée, permet d'identifier une personne directement. C'est l'exemple du nom, c'est l'exemple de l'adresse ou même du numéro de téléphone. L'adresse email. L'adresse email également. Et vous comprendrez également que par données qui identifient la personne indirectement, ce sont des données qui, prises de façon isolée, ne permettent pas forcément d'identifier la personne, mais qui, réunies ensemble, permettent d'identifier la personne. Et c'est en fait tout ça qui détermine les données à caractère personnel. Okay. Mais alors, on voudrait savoir quand même pourquoi et comment protéger ces données personnelles. Parce que, on va le dire, il y a des gens sur les réseaux qui quand même se permettent d'utiliser de manière illégale une identité qui n'est pas la leur, ou peut-être emprunter une identité qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais comment faire et pourquoi d'abord, et comment protéger ces données personnelles? Alors, pourquoi protéger ces données personnelles? Premièrement, j'ai tout à l'heure parlé de l'économie numérique. Au regard de l'importance même que revêtent les données à caractère personnel, il est plus qu'impérieux, n'est-ce pas, de protéger ces données à caractère personnel, au regard même de l'importance que les données personnelles représentent. Et sur la question de savoir comment est-ce que nous devons protéger nos données, premièrement, c'est par notre façon d'utiliser les réseaux. Vous remarquerez avec moi que lorsque nous accédons à un site internet ou à une plateforme numérique, il y a toujours des conditions d'utilisation. Et ces conditions d'utilisation reprennent, entre autres, toutes les politiques liées au traitement des données personnelles. Alors, c'est à nous qui utilisons les services numériques via les réseaux sociaux, via les plateformes numériques, de veiller aux conditions d'utilisation de ces plateformes afin pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons divulguer nos données ou encore conserver nos données à nous-mêmes. Mais quand même, il faudra avouer qu'on peut dire que lorsque on publie par exemple une donnée sur les réseaux sociaux, on peut quand même estimer que ces données n'ont plus
assez un caractère personnel, puisqu'on le met, parce qu'Internet, c'est un espace qui est public. Tout à fait. Donc, lorsqu'on expose, on divulgue, ça peut être une photo, une vidéo, ça peut être votre identité. Donc, lorsque vous les mettez sur les réseaux sociaux, donc on peut considérer en quelque sorte que, voilà, ces données ne sont plus très personnelles comme on le pense. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous remarquerez que dans certaines plateformes ou même dans certains réseaux sociaux, lorsqu'on publie certaines informations, nous avons la capacité de restreindre certaines informations. Nous pouvons soit publier l'information à un public beaucoup plus large, tout comme nous pouvons sélectionner des personnes, restreindre tout à fait des personnes qui peuvent avoir accès à ces données. Mais gardons à l'esprit qu'à chaque fois que nous postons une information, une donnée sur Internet, comprenons que tant que nous laissons le public dans son entièreté avoir accès à ces données, et même selon la politique de protection des données reprise dans les conditions d'utilisation, ces données, une fois mises sur la place publique, très logiquement, elles ne revêtent plus le caractère de privé, puisqu'en ce moment-là, ça sera nous-mêmes qui aurons poster ce genre d'informations. Mais quant aux responsables de traitement de données aussi, il faudrait qu'on relève ces points, parce que c'est eux qui stockent justement ces données. Mais quelle est leur responsabilité quant à la protection des données des utilisateurs? Ok. Déjà, avant de parler du responsable des traitements, il serait quand même important de mentionner ce que c'est que les traitements des données. Alors, les traitements des données est défini à l'article 2, disposition d'ailleurs qui reprend un bon nombre de définitions au sein du Code du numérique. Alors, pour paraphraser, nous pouvons dire que les traitements de données regroupent un bon nombre d'opérations, n'est-ce pas? Un bon nombre d'actions, dont la modification des données, le stockage des données, les transferts des données et même la suppression des données. Alors, la responsabilité du responsable des traitements de données s'étend principalement à tous les principes qui entourent la question du traitement des données, c'est-à-dire la licéité, c'est-à-dire la confidentialité, la sécurité et même la durée. Aujourd'hui, un responsable des traitements ne peut pas, sans l'autorisation de la loi, traiter les données du public. Et en dehors de la licéité, il y a le caractère confidentiel, c'est-à-dire lorsque les responsables des traitements collectent les données, le responsable se doit de conserver ses données personnelles en toute confidentialité. Il y a également la durée. On ne peut pas traiter les données d'une personne à une durée illimitée ou indéterminée. Il sied toujours pour les responsables des traitements de pouvoir mentionner la durée que devra prendre le traitement des données. Et donc, c'est en fait tous ces principes qui gouvernent en fait l'action du responsable de traitement. Alors, sa responsabilité tourne autour de ces principes mentionnés. Voilà. Vous savez qu'il existe une loi portant code du numérique. Alors tout de suite, on va suivre une vidéo. Cette vidéo remonte d'il y a 2 ans où le ministre honoraire du numérique, Eberon Kolongele, a fait une brève présentation de cette loi et on va revenir tout juste après pour parler de la législation du secteur du numérique en RDC. Un nouvel ère du numérique en RDC. Devant le membre de corps diplomatique, les élus nationaux, les entreprises publiques et privées et d'autres invités, le ministre du numérique Désiré Cachemire Kolongele Ebrand a procédé à la présentation de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en appui avec l'Agence nationale de développement ENABEL. Cette ordonnance loi s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. En son caractère d'instrument juridique, ce code pose les bases de la réglementation et de régulation du secteur du numérique en RDC. Le code du numérique que voici, il constitue en quelque sorte le droit commun de ces secteurs. Ce texte a vocation, comme il a été dit dans la vidéo, à s'appliquer aux activités et services numériques. Il vient combler les lacunes juridiques que connaissait notre pays dans ces secteurs du numérique sur certaines matières qui étaient soit non prises en compte par les législations existantes. Ce code du numérique est aussi porteur de plusieurs innovations, notamment celle de rigides règles claires sur la démobilisation de l'administration publique. Ce texte a également vocation
à performer la gouvernance étatique en faisant de l'État un des acteurs de la transformation digitale. À cet effet, ce code sert de support juridique à certains projets d'envergure à caractère numérique initiés par les administrations financières de notre pays. Ce code vise aussi l'amélioration du climat d'affaires de divers régimes applicables aux différents services. Avec le code, nous avons justement cet objectif-là qui vise à ce que les différentes données qui sont créées, qui sont stockées et qui ont vocation à être interéchangées puissent atteindre cet objectif, n'est-ce pas, d'interopérabilité. À noter que le Code du numérique comprend, outre le livre préliminaire qui détermine le champ d'application du code et circonscrit les matières concernées, 5 livres avec des contenus particuliers. Cette cérémonie de présentation était aussi les lieux choisis pour le lancement officiel de la campagne de vulgarisation ce Code du numérique. C'est par un point de presse que se clôturait cette cérémonie. La protection des données personnelles, on comprend très bien que c'est aussi l'un des points essentiels qui a été évoqué, qui figure dans la loi portant code du numérique. Alors, qu'en est-il du cadre légal sur la protection des données en RDC? S'agissant du cadre légal de la protection des données en République démocratique du Congo, il faudrait savoir que déjà la Constitution du 18 février 2006 posait déjà les jalons s'agissant de la protection des données. Pour être vrai, à l'article 31 de la Constitution, le principe du respect à la vie privée. Et ce principe est un fondement sur lequel peut se fonder la protection des données à caractère personnel. Donc on peut retrouver déjà dans la Constitution du 18 février 2006 les bases relatives à la protection des données. Outre la Constitution du 18 février 2006, nous avons la loi relative aux télécoms, c'est-à-dire la loi du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, qui, elle également, consacre, n'est-ce pas, des règles relatives à la protection des données personnelles. Mais nous avons également, et enfin, le cadre juridique par excellence, l'instrument juridique par excellence, qui est l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant code du numérique. Et donc, voilà un peu les 3 bases légales fondamentales, bien sûr, qui consacrent les droits à la protection des données à caractère personnel. Mais est-ce que, on le sait que il y a justement cette loi qui parle de ces lois justement qui ont existé bien avant et qui continuent à exister. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait une sorte de spécification à l'instar, par exemple, dans l'Union européenne, on a le règlement général de protection des données. Donc, pourquoi pas la RDC pourrait emboîter le pas pour justement créer une sorte de règlement plus spécifique en ce qui concerne la protection des données, parce que c'est quand même un sujet qui est très capital. Par rapport à ce cadre beaucoup plus spécifique, déjà j'ai évoqué le fait que le Code du numérique constitue l'instrument juridique par excellence, en ce sens que le Code du numérique aujourd'hui prévoit des dispositions assez pertinentes relatives aux données personnelles. Maintenant, c'est vrai que l'on peut réfléchir sur comment est-ce que l'on peut adhérer à des conventions ou encore à des textes beaucoup plus spécifiques. Et donc, à l'instar du Code du numérique qui, lui, définit un bon nombre de dispositions, qui met en place un bon nombre de dispositions qui traitent la question des données à caractère personnel, notamment les traitements des données, notamment les sanctions relatives à la violation des données personnelles, mais aussi le Code du numérique consacre un cadre institutionnel qui est l'autorité de la protection des données, l'APD. Oui. Et donc, au regard de tout ce qui a été évoqué, nous pouvons dire que aujourd'hui nous avons un cadre légal bien équipé qui... Mais est-ce que ce cadre légal est en connivence avec les normes internationales? Tout à fait. Dans la mesure où, lorsque vous regardez l'ossature du Code du numérique et quand vous regardez également la Convention de Malabo, vous rencontrerez qu'il y a plusieurs dispositions qui ont tendance à être similaires. C'est comme ça que nous disons que, au-delà même d'avoir un cadre national, il serait préférable pour la RDC, n'est-ce pas, de pouvoir intégrer à certaines conventions. J'ai ici cité
la Convention de Malabo, et aussi ce qui permettra à la RDC d'élargir un peu son champ et encore, élargir son champ et adhérer à des conventions qui traitent de la question de façon beaucoup plus spécifique. Alors, quelles sont justement les procédures à suivre dans le cas où une personne faisait usage de vos données personnelles? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour pouvoir peut-être dénoncer ces genres de crimes qui sont commis sur Internet et autres plateformes? À ce sujet, il existe deux sanctions, si je peux le dire ainsi. Il y a d'abord une sanction relative à la plateforme dans laquelle les informations, encore les données personnelles sont usurpées. Et je prends un exemple comme ça. Sur X, lorsque vous constatez que vos données sont usurpées, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle le signalement. Et donc là, c'est une sanction qui est relative à la plateforme. Mais maintenant, s'il faudrait aller au niveau des instances judiciaires, la procédure en matière d'infraction dans le cadre du droit du numérique est la même procédure en ce qui concerne les infractions classiques. C'est-à-dire, nous observerons dans ce cas-là des règles relatives à la procédure pénale. Donc, d'une part, nous avons des sanctions qui sont établies au sein même des plateformes numériques par rapport à l'usurpation, mais également, nous avons aujourd'hui la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir mener des actions au niveau de cours et tribunaux afin de régler la question d'usurpation des données à caractère personnel. Voilà, on parle aussi de cybercriminalité sur ce plateau. Avant d'entrer, de plonger vraiment sur cette question, il faudrait d'abord quelques définitions pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent, vous qui êtes experts en la matière justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer que pouvons-nous comprendre par cybercriminalité? Par cybercriminalité, il faudrait tout simplement entendre l'ensemble des infractions qui sont commises dans les cyberspaces, c'est-à-dire toutes les infractions qui sont commises dans le secteur du numérique constituent, n'est-ce pas, la cybercriminalité. Et vous retrouverez une définition beaucoup plus approfondie à l'article 2 du Code du numérique. Et toujours s'agissant de la cybercriminalité, il faudrait comprendre que nous avons deux catégories d'infractions qui font partie, n'est-ce pas, de la cybercriminalité. Nous avons premièrement les infractions classiques qui peuvent être commises dans le cadre du numérique. Mais aujourd'hui, nous avons également des infractions qui sont nées de par le fait que le numérique, aujourd'hui, a pris de l'ampleur. C'est-à-dire des infractions qui n'existaient pas d'antan, mais qui aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, a pris place. C'est l'exemple du vidéolynchage ou du happy slapping, qui consiste à ce qu'une personne se fasse filmer en train de se faire frapper et puis on prend la vidéo pour la divulguer sur les réseaux. Vous constaterez que ce sont des infractions qui n'existaient pas forcément avant l'avènement du numérique, mais qui, par le fait que les droits du numérique ou encore les activités numériques se sont beaucoup plus répandues, d'autres infractions ont été établies ou encore créées de par ce fait. Donc, d'une part, nous avons les infractions classiques qui autrefois étaient commises, mais également des infractions qui sont nées de par l'expansion du numérique. Mais à quel moment une personne peut se dire victime de cybercriminalité? Quelles sont les circonstances qui peuvent entourer justement cette personne et dire que oui, j'ai été victime de cybercriminalité, par exemple? Alors, à quel moment l'on peut se considérer comme étant victime de cybercriminalité? Alors, comme je le disais tantôt, la cybercriminalité fait référence aux infractions qui sont commises dans l'espace numérique. Alors, ce constat est fait dès lors que l'on se sent visé par un acte infractionnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je fais l'objet d'un harcèlement au niveau du numérique, je comprendrai qu'il s'agit ici d'un cyberharcèlement. C'est-à-dire, dès lors que les actes infractionnels sont orientés vers une personne et que la personne concernée ou encore la personne ciblée se reconnaît comme étant victime, elle peut se considérer comme étant victime d'un acte de cybercriminalité. Alors, il y a plusieurs infractions comme ça. Ici, j'ai fait mention du happy slapping, j'ai fait mention de l'escroquerie, mais on peut vraiment élargir le champ dans la mesure où les infractions qui autrefois étaient commises dans un espace
hors numérique peuvent aujourd'hui être commises, n'est-ce pas, dans un cadre du numérique. Alors, on va suivre quelques témoignages des personnes qui ont attesté avoir été victimes d'un délit sur Internet, de cybercriminalité. Alors, on va suivre cette vidéo et on revient tout juste après. J'ai déjà été victime via mon compte M-Pesa. Je venais de faire un dépôt. Et après avoir fait un dépôt, une transaction, et je vis, il y a un monsieur qui m'a appelé et dire que non, tu as combien sur ton compte, tout. Et il m'a envoyé un numéro, un code. Une fois que j'étais en train d'aller vers le paramètre, et puis je me suis retrouvé que j'ai perdu l'argent. Bon, j'ai essayé de contacter les services clients et les services clients m'ont dit que il faut éviter ce genre d'appel. Il y a un seul numéro qui est lié et qui peut vous dire quoi faire par rapport à votre compte, mais ce n'est pas des numéros ordinaires. C'est juste le numéro des services clients. Dans les réseaux sociaux, Facebook particulièrement. Et c'était concernant un voyage. Il y avait un ami. En ce temps-là, je ne le connaissais pas, mais on s'était des amis en Facebook. Et l'ami là m'a partagé une information qui m'a fait vraiment dire que non, cher ami, vous savez, actuellement, il y a une société polonaise du nom de Man Partners qui est en train de recruter des travailleurs, surtout africains. Et bien, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler. Bon, j'ai dit mon ami, tu es maintenant au Wabina, je suis un peu en déplacement précisément en Angola. Peut-être que je pourrais revenir vers le mois de mars, mais si tu es déjà intéressé, on peut continuer à avancer. On a commencé à développer et voilà maintenant l'ami commence à me proposer que je commence à financer les activités. Un visa de travail, les salaires par heure, c'était vraiment un bon salaire, un bon montant. Donc ça demande quoi? Ça demande d'abord que tu dois avoir un passeport, faire les démarches. Je pars au ministère des Affaires étrangères, je fais mes démarches. Bon, ça demande quoi? Mais entre-temps, il commençait déjà à me demander l'argent pour faciliter ton voyage. Nous, envoie-moi ceci, cela. Mais, madame, je commençais déjà à envoyer l'argent. Mais au finish, subitement, je lui dis, oh, cher ami, j'ai fait mon passeport, je dois envoyer une petite avance, mais pourquoi pas maintenant qu'on se raconte, tu as dit que ton agence est à limiter, tu viendras en mars, mais pourquoi pas venir vite pour qu'on puisse avancer pour d'autres nouveaux dossiers. C'était devenu ceci, c'est là, ceci, c'est là, et subitement, j'ai vite compris que c'était un arnaque. Un bon jour, il répondit, oh mon cher ami, il dit, tu sais, ici, de mon côté, c'est déjà bon, mais tu peux envoyer la somme qui restait. J'ai dit, non. Cette fois-ci, avant que je puisse t'envoyer la somme restante, tu dois vraiment venir à Kinshasa et on doit parler ici, tête à tête. Sinon, il m'a bloqué. Malgré tout, c'est moi qui étais perdant. Plus de 2200 et quelques dollars de démarches, mais sans rien gagner. C'était vraiment catastrophique, chaotique. Donc l'arnaque sur les réseaux sociaux existe. Voilà, c'était là quelques témoignages des victimes de cybercriminalité. Mais Monsieur Joël Nabanza, on a suivi quelques témoignages là d'une personne qui a dit qu'on lui a extorqué de l'argent pour une affaire de voyage, quelqu'un d'autre qui a dit qu'il y a un numéro qu'il a appelé, il a pu voler de l'argent sur son compte Mobile Money. Alors, à qui se plaindre au cas où vous êtes victime? Parce que ces personnes ont été victimes, mais ils ne savaient peut-être pas où aller dénoncer. Mais au cas où vous faites face à ce genre de situation, que faire? À qui se plaindre? Ok, sur la question de savoir à qui se plaindre, déjà par rapport aux deux cas de témoignages, pour le premier cas, je crois qu'il s'agit du hameçonnage, qui est une forme d'escroquerie où une personne essaie de soutirer vos données personnelles afin de les utiliser pour extorquer de l'argent, tout ce qui va avec. Et deuxièmement, je crois qu'il s'agirait peut-être d'un cas de piratage ou encore un cas d'usurpation de données personnelles, parce que le monsieur dit qu'il recevait des messages venant de son ami, qui probablement n'était pas son ami, mais que c'était un compte qui avait été piraté, dont on se servait pour pouvoir passer l'opération. Alors, à qui se plaindre? Je disais tantôt que ici, les infractions qui sont commises dans le cadre ou encore dans le cyberspace suivent les mêmes règles de procédure que
des infractions classiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque l'on est victime d'un cas de cybercriminalité, on suit les règles des procédures pénales. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons la possibilité de saisir des instances judiciaires dans la mesure où l'on sait la personne qui est à l'œuvre de cet acte infractionnel, on peut faire sa déposition. Et dans la mesure où l'on ne sait pas de qui il s'agit, on peut faire une plainte à l'inconnu. Et également, j'ai ici parlé de la sanction qui existe même dans les différentes plateformes, dans la mesure où on peut mobiliser en vue de signaler un tel compte. Et même, s'agissant par exemple du cas de Mobile Money, la personne qui a fait l'objet de cybercriminalité pouvait toutefois contacter son réseau de télécommunications afin de signaler justement ces genres d'infractions. Mais en tout état de cause, comme je disais, aujourd'hui, le Code du numérique nous donne la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir saisir les instances judiciaires à la lumière du Code des procédures pénales. Cette possibilité, c'est vrai qu'il y a cette possibilité, mais en termes d'application des sanctions, quand même, ça laisse à désirer. Il faudrait quand même l'avouer. Je ne dirais pas que ça laisse à désirer. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, il se pose un problème de vulgarisation du Code du numérique. Il faudrait une sensibilisation. Il faudrait une sensibilisation qui permettra au public de savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer Internet comme étant une zone de non-droit. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever, on ne peut pas commettre des actes infractionnels et puis considérer que voilà, on est tiré d'affaire. Et d'une part, cette sensibilisation devra atteindre non seulement les personnes qui commettent ces genres d'actes, mais également à tout public, afin de, lorsque nous sommes confrontés à ces genres d'actes infractionnels, que l'on sache qu'effectivement nous avons cette possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, saisir les instances judiciaires. Et cette vulgarisation n'est pas seulement une question des politiques. Mais elle doit passer par qui, cette vulgarisation, quand même? C'est vrai qu'on peut parler de vulgarisation, mais elle doit passer par qui pour que le public soit informé, qu'il a cette possibilité de porter plainte en cas de délit, par exemple. Tout à fait. C'est là où je voulais en venir en disant que cette question de vulgarisation ne concerne pas qu'une couche des personnes ou encore une classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vulgarisation concerne les acteurs tant du secteur public que du secteur privé. Et par les acteurs du secteur public, nous entendons les pouvoirs publics au travers des organes que ces pouvoirs publics mettent en place, mais également par les acteurs du secteur privé, c'est-à-dire les individus, la presse, Internet. On peut faire un bon travail de sensibilisation afin, n'est-ce pas, de prévenir ces actes infractionnels qui sont commis dans l'espace numérique. Voilà, en termes d'enjeux et des défis relevés par la RDC en matière de protection de données personnelles et de criminalité, que pouvez-vous dire? Est-ce que depuis que cette loi la loi portant code du numérique a été mise en vigueur, est-ce que la RDC arrive vraiment à relever les défis par rapport à cela? La RDC, c'est vrai que ce n'est pas tous les défis qui ont déjà été relevés, mais par le simple fait que la RDC s'est dotée à ce jour d'un cadre légal qui est l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant code du numérique, c'est déjà un pas que nous faisons dans les défis qui étaient encore jusque-là pendantes. C'est-à-dire, parmi les éléments qui permettent à un secteur de pouvoir se développer, il y a également un cadre juridique qui est bien structuré. Et donc, aujourd'hui, en termes de défis, la présence du Code du numérique constitue déjà une réponse par rapport à tous ces défis. Mais il faudra également avouer qu'aujourd'hui, le Code du numérique souffre d'un problème, j'en ai parlé ici de vulgarisation, mais également d'effectivité. C'est vrai que nous avons un cadre juridique, mais le Code du numérique, à ce jour, n'est pas encore effectif dans la mesure où il y a certaines institutions que ce Code du numérique institue qui ne sont pas encore mises en place. J'ai ici fait mention de l'autorité de protection des données qui n'a pas encore été mise en place, bien que par arrêté ministériel, les missions dévolues à cette autorité a été confiée à la RPTC. Mais nous sommes toujours en attente d'une effectivité totale de cette institution. Et au-delà même de l'autorité de protection des données, nous avons l'Agence nationale de cybersécurité qui n'a à ce jour également pas vu le jour. Or, vous le savez, vous êtes sans ignorer que la réponse à la cybercriminalité
cybercriminalité, c'est la cybersécurité, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des moyens qu'un État met en place afin de contrer la cybercriminalité. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais, il y a un bon nombre d'actions qui ont été posées par les pouvoirs publics qui sont à féliciter, mais c'est vrai qu'il faudra reconnaître qu'il y a quand même des points sur lesquels les pouvoirs publics devraient beaucoup plus se pencher dans le cadre de vulgarisation, mais également en termes d'effectivité de certaines institutions que le code du numérique consacre. Voilà, vous êtes là aussi pour parler d'une activité que le think tank Law and Technologies va organiser, parce que vous êtes là aussi en tant que membre et conseiller en recherche scientifique de ce cabinet. Tout à fait. Alors on va suivre ce petit spot et on va revenir pour justement nous en dire plus sur cette activité. Le think tank Law and Technologies organise ce 13 mars 2025 à l'auditorium de Silkin Village une conférence exceptionnelle spéciale 2 ans du code du numérique à travers une discussion exclusive avec les acteurs de premier rang afin d'évaluer le progrès réalisé et d'identifier les perspectives pour une régulation efficace du numérique en République démocratique du Congo. Plus d'informations, rendez-vous sur www.lawandtechnologies.org. Law and Technologies, là où le droit et le numérique se rencontrent. Le think tank Law and Technologies organise ce 13 mars 2025 à l'auditorium de Silkin Village une conférence exceptionnelle spéciale 2 ans du code du numérique à travers une discussion exclusive avec les acteurs de premier rang afin d'évaluer le progrès réalisé et d'identifier les perspectives pour une régulation efficace du numérique en République démocratique du Congo. Plus d'informations, rendez-vous sur www.lawandtechnologies.org. Law and Technologies, là où le droit et le numérique se rencontrent. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre un spot qui annonce l'activité qui sera organisée le 13 mars 2025 par le cabinet Law and Technologies. Il y a Joël Nabanza qui est membre du cabinet qui va un peu nous en dire plus. Ok, comme vous venez de le dire tantôt, ce 13 mars, nous organisons une conférence qui, n'est-ce pas, retracera ou encore fera un bilan. Un état de lieu, tout à fait, de ce qu'a été l'avènement du code du numérique. Comme vous le savez, ça fait aujourd'hui 2 ans que le code du numérique existe. Alors, il sera ici question d'évaluer l'impact que le code du numérique a pu avoir dans le secteur du numérique. Alors, c'est pour nous ici l'occasion d'inviter toutes les couches, c'est-à-dire les acteurs tant du secteur privé que du secteur public, de prendre part à ces assises qui se tiendra le 13 mars, comme vous venez de le mentionner, à l'auditorium de Silkin Village à partir de 9h. Mais après évaluation de ces 2 ans du code du numérique, que comptez-vous faire de toutes ces analyses, de toutes ces études que vous aurez faites le jour de cette activité? Alors, l'objectif même de cette conférence serait ici de réunir, comme je le disais, des acteurs afin de discuter sur la question d'évaluation du code du numérique. Alors, ça sera pour nous une occasion, n'est-ce pas, d'échanger avec les différentes parties prenantes afin, n'est-ce pas, de proposer au pouvoir public des alternatives. Nous avons ici, au cours de l'émission, évoqué certaines problématiques, nous avons évoqué certains défis qui aujourd'hui n'ont pas encore été remplis. Nous avons évoqué la question de la vulgarisation, mais également nous avons évoqué la question du manque d'effectivité de certains organes ou encore de certaines institutions qui ont été mises en place par le code du numérique. Alors, il serait pour nous l'occasion de pouvoir proposer des pistes de solutions. Il sera pour nous question de pouvoir aider les pouvoirs publics à ce travail de sensibilisation. Comme je le disais tantôt, la problématique de la sensibilisation ne concerne pas que les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs du secteur privé tels que les think tanks et tous les autres organes qui peuvent accompagner l'État dans, n'est-ce pas, la création d'un cadre numérique assez adéquat pour tous. Vous estimez que 2 ans, c'est assez suffisant pour pouvoir déjà essayer d'établir un bilan jusque-là, vous estimez? 2 ans, c'est pas assez suffisant, c'est vrai, puisque on peut dire que le code du numérique, elle est assez jeune et que
pour la plupart des Congolais, c'est une conception assez nouvelle parce que, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, il suffit qu'avoir la couverture numérique en RDC pour comprendre que le code du numérique ou encore les activités numériques ne sont pas totalement répandues. Il y a des zones où aujourd'hui le numérique n'est pas assez répandu, ça c'est vrai. Mais comme je le disais, le simple fait pour la RDC de se doter d'un cadre légal constitue déjà un pas. Alors 2 ans, pas assez suffisant, bien c'est vrai, c'est évident. Mais en 2 ans, certaines lignes peuvent bouger. En 2 ans, il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a une grande partie de choses qui ont été faites. Et justement, la démarche du think tank Law and Technologies serait, n'est-ce pas, de conseiller les pouvoirs publics, d'accompagner les pouvoirs publics afin de voir dans quelle mesure le travail de vulgarisation et le travail d'effectivité pourra être mis en place afin que le cercle numérique congolais ou encore l'espace numérique congolais puisse avoir un cadre juridique adéquat avec des institutions mises en place. Voilà, vous l'avez compris que le rendez-vous est pris le 13 mars 2025 à 9h au Silicon Village. Alors vous êtes invités, vous êtes invités à prendre part à cette activité. L'entrée, elle est gratuite, elle est libre. L'entrée, elle est libre. Il suffira juste de consulter notre site web qui est le www.law-technologies-org et donc vous retrouverez le TDR de l'activité, mais aussi le lien d'enregistrement par rapport à l'activité qui se tiendra, comme vous l'avez mentionné, à l'auditorium de Silicon Village à partir de 9h. Voilà, avant de nous quitter, très rapidement, je voudrais quand même poser une dernière question. Pour le grand public qui sont en train de nous suivre, quel est ce conseil-là que vous pouvez donner à ce public qui très souvent utilise Internet parce que voilà, c'est chaque jour, une fois qu'on se réveille, on a notre téléphone en main, on est tous les jours sur Internet. Quel conseil vous pouvez donner à ces téléspectateurs qui nous suivent quant à la protection de leurs données, quant à l'attitude d'ailleurs à avoir lorsqu'ils sont sur les réseaux? Alors le conseil que nous pouvons donner aux utilisateurs des réseaux de télécommunications, même des réseaux sociaux, c'est une utilisation responsable d'Internet. Qui dit utilisation responsable d'Internet, c'est-à-dire savoir quelles données divulguer, mais pas seulement en matière de données personnelles, mais aussi en termes de cybercriminalité. Je l'ai dit ici qu'aujourd'hui, nous ne devrons pas considérer l'Internet comme étant une zone de non-droit. C'est-à-dire, on ne peut pas, derrière son écran, poser des actes et estimer qu'on serait tiré d'affaire après. Aujourd'hui, il existe un cadre légal qui permet, n'est-ce pas, de sanctionner les actes infractionnels qui sont commis dans le secteur du numérique. Et donc, que ce soit en termes de protection des données ou en termes de cybercriminalité, il faudrait que le public comprenne que aujourd'hui, Internet est un espace qui est régulé. C'est un espace dont les sanctions, n'est-ce pas, sont sanctionnées par la loi. Et donc, nous leur conseillerons de pouvoir utiliser Internet de façon responsable. Voilà ce qu'on peut retenir. Il faut utiliser Internet de façon responsable. Nous avons parlé du cadre légal du numérique en République démocratique du Congo. Alors nous pouvons retenir que la RDC a besoin de renforcement de capacités institutionnelles pour faire face aux défis liés au numérique, mais aussi pour favoriser un développement numérique sûr et respectueux de droits, tout en attirant des investissements dans le secteur des TIC en RDC. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, monsieur Joël Damanza. C'est moi qui vous remercie.